Les débats avec vous, évidemment, nous allons revenir sur l'allocution, pas l'allocation. C'est intéressant. C'est presque l'allocation du président Macron hier. On va parler du contexte politique avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du Cerf. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio. Bonjour Christine, vous êtes correspondante à Toulouse. Ergun Toparsland ne devrait pas tarder à arriver, porte-parole de Territoire de Progrès, et Franck Tapiro, publicitaire, cofondateur de Datacalab et du mouvement citoyen ACCT. C'est Acte A. Action citoyenne, cohésion, transmission. Voilà. Et vous étiez candidat aux législatives. Et voilà. Engagement citoyen, toujours très cohérent. Et vous continuez ? Bien sûr qu'on va continuer. Vous allez continuer. Oui. Avec ce qui se passe, il faut continuer. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec vous, peut-être Franck, votre coup de gueule. Mon coup de gueule, alors c'est un coup de gueule bien entendu conditionnel, parce que vous savez, pour l'instant le papier est sorti dans Le Point hier, mais c'est la révélation de Raquel Garrido, de son mari Corbière, donc qui aurait eu une employée de maison sans papier, et puis surtout non régularisée, mais avec un comportement et une attitude déplorable. Alors, encore une fois, je parle en conditionnel. Si ce qu'on a lu est vrai, Le Point, je fais confiance en leur qualité d'investigation, bien entendu, attention, et je les connais très bien, je les apprécie énormément. Ils n'auraient pas sorti un truc comme ça sans preuve. Si ce qui est écrit, publié est vrai, c'est même pas scandaleux. C'est pour moi tout le reflet de ces politiciens, avec le fait ce que je dis, pas ce que je fais, qui donnent des leçons en permanence et qui sont eux-mêmes totalement à côté de la plaque, à côté des réalités. Je trouve que ça donne une vraie image, malheureusement, de la politique politicienne. D'ailleurs, mon engagement était là-dessus. J'ai dit, vous savez, les politiciens, plutôt que de les critiquer, il faut les remplacer. Voilà pourquoi moi je prône encore une fois ce mouvement citoyen pour dire, si vous ne voulez plus ce genre d'histoire, il faut que tous les citoyens s'engagent pour remplacer les politiciens qui ne peuvent pas faire autrement. C'est un métier pour eux, la politique, alors qu'aujourd'hui ça doit être un engagement. Mais c'est vrai qu'il faut être très prudent aussi. Hein. Ils ont dit que tout était faux, et c'est vrai que vous avez raison de dire, on se demande comment un journal comme Le Point publie une information comme celle-là. Enfin, quand on voit la prudence des journalistes en principe sur des affaires comme celle-ci, pour couper, recouper les sources. Et là, visiblement, en 2 coups de cuillère à peau, on a émis l'hypothèse que c'était un montage, que ce n'était pas le vrai compte de Raquel Garrido. Ça laisse dubitatif. C'est dubitatif. Dans tous les sens, j'ai pris beaucoup de mesures au début. Si cela est vrai, voilà. Maintenant, bien entendu, si cela est... Alors, dans l'inverse, si cela est faux, c'est gravissime. Un autre coup de gueule, pas seulement contre Le Point, mais contre, on va dire, les journalistes aujourd'hui qui... À la recherche du buzz. Voilà, on part sur le buzz sans vérifier ces informations. N'oublions pas que c'est la base du journalisme. On vérifie d'abord, et depuis 20 ans, on le sait, enfin, 10 ans plutôt, depuis que les réseaux sociaux existe, pour valider. Qu'est-ce qu'on fait? On sort sur Internet, si ça prend, on continue, sinon on l'enlève. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut revenir à cette volonté d'être sur l'information, clarifier l'information, vérifier ses sources et publier des choses qui sont complètement verrouillées. Donc encore une fois, c'est un coup de gueule qui peut se transformer... parce qu'en plus, ça me paraît pas très compliqué de vérifier s'il y a réellement un appartement à Paris, si les enfants sont scolarisés à Paris ou non. Enfin, en plus, les Garrido-Corbière ont des enfants grands. Enfin, il y a une petite dernière qui doit avoir 8-9 ans, mais c'est pas très compliqué. Christine, vous en pensez quoi, vous, de cette affaire? Je pense qu'il faut marcher sur des œufs, celle-là, mais de manière absolument évidente. Moi, je suis très dubitative sur la temporalité, sur la façon dont les choses arrivent maintenant, et puis surtout, si les faits sont avérés, il n'y a pas de question à se poser, ça relève du coup de la loi. On n'emploie pas quelqu'un sans papier, point barre. Donc ça, c'est la règle. Après, si Le Point décide de publier, il y a un directeur de l'information, ils ont à s'expliquer si tout ça est effectivement une information qui... Ah ben oui, c'est clair et net. Mais je dirais que, compte tenu des précédents, le mal est fait. Voilà. Malheureusement, pour tout le monde, pour le politique comme pour les journalistes. Donc dans cette histoire, personne n'est gagnant. Voilà, et Juliette travaille avec moi. Très bonne remarque. Et je recevais régulièrement sur LCI Raquel Garrido, et tous les taxis, c'était il y a plus de 10 ans, près de 10 ans, les taxis étaient commandés à Montreuil, enfin à Bagnolet. Donc quand on commandait un taxi, on le commandait à Bagnolet et jamais à Paris. Donc
bizarre tout ça. Non, ça, j'allais dire que le problème du logement, c'est une autre question. J'allais dire, après tout, ce ne serait pas la première parlementaire ou ce ne serait pas les premiers parlementaires à vivre là où ils ne sont pas élus. Hein. Ça, il y en a beaucoup et c'est pas les seuls. Mais je crois qu'ils vivent en effet à Montreuil, en l'occurrence. Donc, je crois que la question ne se pose même pas. Non, il faut être extrêmement prudent, moi, je pense, en effet. En effet, si les faits sont révélés, c'est des faits d'une gravité. Je partage ce que vous dites. C'est-à-dire que là, il y a quand même un hiatus entre la façon dont on combat politiquement et la réalité de son comportement, ce que les Français l'acceptent de moins en moins. Après, je veux dire, bon, on va voir. Moi, j'ai lu quand même le communiqué de presse qu'ils ont publié. Son papier en tête de l'Assemblée, ça m'a paru étrange. Oui, alors pour son papier en tête de l'Assemblée nationale, bon, ils sont tous les deux parlementaires. Enfin, vous allez me dire ça. Bon, c'est un autre sujet encore. Mais bon, leur communiqué est clair, net. J'allais dire, ils réfutent toutes les accusations dont ils sont l'objet dans le papier. Tout est faux à leurs yeux. Donc, mais je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en effet, c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour le politique parce que ça ne fait qu'activer la logique du soupçon, qui est déjà quand même largement en marche. Et puis, si les faits ne sont pas approuvés, c'est mauvais pour la presse, c'est mauvais pour les médias, parce que ça démontre d'une certaine manière que là, le boulot n'a pas été fait et que qu'il s'agit d'une campagne de presse et que, enfin, c'est pas bon pour la démocratie, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est de l'émotion sans information. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est un petit peu, on a posé la question à nos auditeurs ce matin, est-ce que aujourd'hui la presse recherche plus le buzz que la déontologie? Réponse oui à 76%. Mais moi, si vous voulez, là, je modérerai, parce que quand on regarde l'histoire de la presse, les campagnes de presse sous la Troisième République, je veux dire, elles étaient particulièrement violentes. Il faut quand même pas l'oublier. Hein. Donc, c'est pas un phénomène fondamentalement nouveau quand même. Il faut relativiser. Oui, à ceci près qu'il y a les réseaux sociaux qui enflent tout. Oui, la presse papier était plus puissante à l'époque, il y avait plus de titres, c'était différent. Christine, un mot? Un mot, c'est que si la presse est si gênante, c'est qu'elle sert à quelque chose. Donc voilà, c'est important de la garder telle qu'elle. Mais effectivement, il faut absolument que les sources soient vérifiées avant publication. Ça paraît très étonnant, encore une fois, de la part du Point. Mais bon, on se retrouve dans un instant. Avez-vous été convaincu par le président de la République? Cette intervention était-elle indispensable? Qu'en avez-vous retenu? À tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous, avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du Cerf. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Ergunter Parslan qui nous a rejoint, bloqué dans les transports, c'est ça, ou dans la circulation? La joie des transports en commun, les deux d'ailleurs. Voilà, formidable. Porte-parole de Territoire de Progrès, et Franck Tapiro, publicitaire, cofondateur de Datacalab et du mouvement citoyen ACT, et vous étiez candidat aux élections législatives. Bon, écoutez, un grand thème autour de l'allocution du président Macron hier et de la politique, du tableau politique en France au lendemain des législatives. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Arnaud Benedetti, c'est un coup de gueule. C'était un petit tweet de Sandrine Rousseau qui s'est fondu encore d'un post sur Twitter où elle a démontré qu'elle avait une connaissance historique granulaire de l'histoire de France, une fois de plus. Alors elle dit, rappel, je vous le lis, l'extrême droite en France a été fondée par les admirateurs du fascisme allemand. C'est faux. L'extrême droite a existé avant le fascisme en France, déjà tout au long du 19e siècle. Italien, de l'Algérie française. C'est faux également. Les partisans de l'Algérie française n'étaient pas tous d'extrême droite. Georges Bidault, qui a succédé à Jean Moulin au Conseil national de la Résistance, c'était l'Algérie française. Il faut revenir, je veux dire, à une vision un peu plus modérée et plus nuancée de cette période des luttes anti-NUC, environnementales, du régionalisme. Alors, comme si l'ANUPS à gauche donc vient de la résistance. Voilà, je sais pas, cette généalogie, 70 ans après, donc l'indépendance de l'Algérie, des luttes anti-NUC, environnementales, du régionalisme. Je rappellerai quand même que le régionalisme, une partie du régionalisme, durant l'entre-deux-guerres, a flirté. À collaborer en Bretagne, en Alsace, dans d'autres régions. Donc moi, ce que je conseille à Madame Rousseau, c'est quand même de ne pas s'aventurer sur le terrain de l'histoire avec des préjugés qui sont uniquement idéologiques, mais qui sont assez conformes quand même avec la façon dont une certaine gauche, je ne dis pas toute la gauche, loin de là, mais cette gauche très radicale, essaye d'imposer sa vision de l'histoire, du passé et bien évidemment de la société française et de son avenir. C'est absolument
absolument épouvantable comme tweet, je trouve. Bien évidemment, il y a beaucoup d'historiens qui ont réagi, mais c'est révélateur finalement d'un espèce de manichéisme, je veux dire, permanent qui alimente la façon de penser et d'agir de Madame Rousseau et de certains de ses amis. Mais le problème, c'est qu'ils veulent imposer un nouveau récit, surtout aux jeunes. C'est un nouveau récit. Il faut absolument qu'en face, il y ait une résistance historique sur les faits, sur la réalité, pour opposer à cela, parce que sinon, il y a énormément de jeunes qui se laissent gangréner par ce genre d'idées. Ça fait des années que ça dure. Et il faut qu'en face, il y ait vraiment du contenu qui remette un peu les choses en place. Le propre de tout mouvement populiste, c'est de réécrire à chaque fois l'histoire dans son intérêt. Et là, ils sont clairement là-dedans. J'imagine que ça doit être la même chose du côté de l'extrême droite. On entend les députés du Rassemblement national dire qu'ils sont des résistants et des défenseurs de la nation française. Donc, gaulliste, ouais, c'est ça qui est incroyable. Donc, mais évidemment, ce qui est très dangereux, c'est qu'aujourd'hui, ça prend une place tout de suite importante et des relais médiatiques poussent la chose. Maintenant, le combat, il est plus compliqué quand on est sur les thèmes du savoir et de la connaissance, notamment historique, pour décortiquer toutes ces thématiques-là et toutes ces prises de parole comme celle-ci, comme on a pu avoir avec Zemmour ou autres dans le passé proche. Non, puis je pense qu'il faut juste un point, il faut arrêter de repenser notre présent en permanence au regard de l'histoire. D'abord, on ne sait même pas ce qu'on aurait fait nous il y a 70 ans, je veux dire, il faut être un peu modeste aussi d'une certaine manière. C'est facile de donner des leçons du passé quand parfois, je veux dire, nous-mêmes, on n'a pas des comportements extraordinaires dans notre présent. Donc, je pense il y a une guerre aussi des extrêmes aujourd'hui sur, en fait, quel est l'extrême qui va le moins se faire passer pour un extrême. En gros, l'extrême droite n'a jamais été l'extrême droite, l'extrême gauche. Mais pourquoi vous l'appelez l'extrême gauche? Nous sommes la gauche. Il y a une énorme manipulation, il y a un transformisme politique aujourd'hui qui est extrêmement grave, parce qu'à force de considérer l'extrême droite et l'extrême gauche comme la droite et la gauche, ça laisse plus d'espace justement pour la droite républicaine et la gauche républicaine. Donc il est urgent de remettre, on va dire, non pas des limites, mais des bornes, sans jeu de mots avec notre Premier ministre, mais des bornes pour montrer où commence la droite, où elle finit, la gauche et l'extrême droite, pareil. Je pense qu'en fait, il y a un vrai travail sur les valeurs et sur les fondamentaux historiques qui serait très important à voir. Je pense que ça pourrait peut-être intéresser certains jeunes. Oui, Christine Bouillot, sur ce que je vais raconter une histoire sur l'histoire des extrêmes. Quand on parle des extrêmes aujourd'hui, il y a une réalité. Il y a 89 députés RN, 78 LFI, l'ANUPS, etc. La réalité, pour avoir été dimanche soir à Perpignan, suivre la soirée électorale chez le préfet, parce que c'est lui qui l'organisait, eh bien, tous les nouveaux députés RN, puisqu'ils ont fait carton plein, 4 sur 4, sont reçus en préfecture. Et la réalité, c'est que désormais, ces élus de la République, qu'on le veuille ou non, à tort ou à raison, vont être les interlocuteurs de la stature de l'État. Donc ça ne rime plus à rien de dire ça aujourd'hui parce que tout le monde s'y perd. Et une autre réalité, quand vous vous baladez, alors ça va nous faire redescendre aussi peut-être d'un cran, sur les marchés, j'adore faire les marchés, Valérie, vous le savez, en Occitanie, toutes ces questions-là autour de qui est l'extrême droite, pas l'extrême droite, etc., tous ces débats-là, mais les gens, c'est à des années-lumière de leur préoccupation. Mais à des années-lumière. Parfaitement raison. C'est absolument édifiant de savoir et de rappeler ça, parce que on vient nous chercher justement le commentaire, voir un peu comment la Vox Populi réagit à ce qui est en train de se passer au niveau national, et on s'aperçoit que pour les gens, eh bien ce quotidien-là est vraiment pas du tout le leur en fait, hein, et parfois même, je pense que on s'attacherait à les récupérer dans la République, parce que vous avez quand même un électeur sur 2, donc quand vous croisez des gens, c'est une personne sur 2 qui n'a pas été votée. Donc tous ces gens-là, vous leur dites mais pourquoi vous avez voté? Mais je me retrouve pas en fait. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est cette réalité. Donc Sandrine Rousseau ou pas Sandrine Rousseau, peu importe, c'est pas elle que je vise ou quelqu'un d'autre, mais ces discours-là aujourd'hui, il y a des gens pour qui ça ne veut plus rien dire, malheureusement peut-être. Oui, absolument. Votre coup de gueule, Christine? Alors, c'est pas un coup de gueule, mais enfin, c'est un coup de gueule en demi-teinte. C'est le rapport de l'Institut Montaigne ce matin qui a été publié par les Échos, qui cherche à savoir comment, on va dire, muscler l'école, on va dire les classes prioritaires, et en tous les cas dans les quartiers difficiles. Et c'est l'Institut Montaigne, je rappelle, think tank plutôt libéral, qui fait une proposition choc et qui dit il faut mettre les profs les plus, on va dire, les plus efficaces. Alors, il faudra voir quel est le mot efficace dans les quartiers prioritaires. Et pour cela, il propose toute une série de mesures que je vais vous lister pour faire venir ces professeurs les plus efficaces dans les classes de REP+, et notamment, c'est donc de mettre des nouvelles primes de 2 000 € par an pour ces élèves qui seraient affectés aux grandes sections maternelles CP, CE1. Des aides au paiement des loyers, la gratuité totale des transports, des musées, des monuments nationaux pour eux-mêmes, pour leurs conjoints et leurs enfants. Des primes quinquennales de 1 000 € pour s'équiper sur le plan informatique. Des primes de 1 000 € sur 5 ans pour équiper leur classe en matériel pédagogique. Pourquoi faire
des primes alors qu'ils sont censés. Et faire aussi, et leur permettre d'avoir une affectation de leur choix, là où ils veulent, au bout de 10 ans exercer dans les zones REP+. Même chose pour leurs propres enfants, leur laisser le choix ensuite d'aller où ils veulent en termes de scolarité. Ouais. Alors, je me dis, bon, ça risque d'être difficile de mettre en place, mais ce qui m'agace dans ce sujet-là, c'est que on n'avance toujours pas sur l'éducation prioritaire. C'était quand même quelque chose qui était sur la table il y a 5 ans, avec le dédoublement des classes en CP, CE1 et au-delà, et on voit que le sujet est sur la table, et que vu la cacophonie ambiante aujourd'hui sur le plan du fonctionnement de nos institutions suite aux législatives, je crains qu'encore une fois l'école soit le parent pauvre de la prochaine législature qui s'ouvre, alors que c'est une priorité tellement absolue. Quoi. Terrible, voilà. Oui, absolument. Oui. On a souvent reproché, notamment au bilan du dernier quinquennat, de ne pas avoir mis plus d'efforts en ce qui concerne l'éducation. Aujourd'hui, il y a des démarches, il y a une proposition qui est faite pour aller dans ce sens-là. C'est vrai que l'écart se creuse énormément dans les zones d'éducation prioritaire, l'écart se creuse énormément en première, deuxième année du cycle primaire. Ça s'accentue dans le cycle du collège. Donc, il y a un énorme chantier à gérer. Et l'instabilité politique actuelle, je pense, nous empêche d'avoir des débats et des propositions. Pardon, mais il y a eu 5 ans de gouvernement, non? Il y avait 5 ans pour il y a eu 5 ans de gouvernement. Non, mais il y a eu 5 ans de gouvernement. Je pense que il y a un bilan, des développements des classes CPCE1 dans les zones prioritaires, les petits déjeuners, les cantines qui sont à prix réduit. Mais lors du débat présidentiel, honnêtement, on n'a pas pu revoir un débat une proposition de droite pour l'école républicaine, une proposition des partis de gauche pour l'école républicaine et pour l'éducation nationale. C'est ça, c'est le débat là qu'on n'a pas eu. Et moi, je pense que avant de parler de droite et gauche, j'ai une proposition citoyenne par rapport à la revalorisation des professeurs. Et ça concerne droite ou de gauche. Comment imaginer que des professeurs soient traités de la sorte? Si il y a deux options. Ou on dit que c'est le plus important. Et alors à ce moment-là, c'est le plus grand scandale de l'État, puisqu'on les paye au SMIC et 20 ans après, ils culminent à 2000 ou 2500 euros. Enfin, de quoi on parle? Ou alors on se dit que ce sont les agents, justement, de l'éducation de nos enfants qui fabriquent l'avenir de notre pays. Et à ce moment-là, on reconsidère tout, comme on l'a fait en valeur absolue avec le personnel de santé. On en est des années-lumière. Mais voilà encore les deux grands chantiers. Si on ne revalorise pas ces deux grands métiers que sont la santé et l'éducation, on pourra se plaindre à droite, à gauche, aux extrêmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'existent pas ou dont tout le monde se fout. In fine, on n'aura pas résolu le problème. Quels sont les besoins fondamentaux aujourd'hui des parents, des enfants, et quelle éducation on veut pour nos enfants en valeur absolue? Si on clive encore droite-gauche, on n'y arrivera jamais. La preuve, ça fait 30 ans, on n'a rien réussi à faire. Non, mais moi je suis d'accord. En fait, le fait de revaloriser, en effet, aujourd'hui la rémunération des enseignants, surtout que l'on sait que comparativement à d'autres pays européens, on est très largement en deçà de ce que, par exemple, perçoivent les enseignants en Allemagne ou dans d'autres pays voisins. Ça, c'est une nécessité. Il faut le faire. Mais il y a deux autres sujets derrière. Il y a le sujet aussi des contenus programmatiques. C'est-à-dire que il faut être clair. Je veux dire, on a quand même abandonné depuis de très nombreuses années la transmission des fondamentaux. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, lorsque on est enseignant, par exemple, à l'université, on voit arriver des générations en première année qui ne maîtrisent pas tout simplement l'orthographe et la syntaxe. Non, mais ça veut dire que les barrages qui étaient faits, que la transmission ne s'est pas faite et que, j'allais dire, les filtres sélectifs n'ont pas opéré non plus, quand même, d'une certaine manière. Donc, si vous voulez, quand on arrivait il y a quand même 40 ans ou 30 ans à l'université, en première année, en général, on savait écrire et on savait, j'allais dire, concevoir une phrase correctement. Aujourd'hui, on a quand même ce sujet, et on le sent, il suffit de corriger des copies. Moi, ça m'arrive de corriger des copies, je le vois, et je le vis en première année. Et alors ça, c'est une réalité. Donc, et puis le troisième point, c'est la question de l'autorité, parce qu'on sait très bien que dans les établissements dont on parle, aujourd'hui, l'enseignant n'est plus respecté du tout. Alors, il y a une perte de sens. Je ne sais pas si le fait, si vous voulez, de déplacer des enseignants qui sont particulièrement chevronnés, qui viennent de zones où finalement, en effet, qui sont un peu privilégiés, permettra de résoudre ce problème d'autorité. Ça, j'ai plus de doutes, en tout cas sur ce processus. Parce que ça, c'est un autre sujet encore. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec des règles fortes. Et encore une fois, si on ne protège pas l'ensemble des professeurs qui sont dans n'importe quel quartier, c'est encore une fois, vous regardez le problème à l'envers. C'est tous les professeurs, où qu'ils soient, doivent être
respectés de la même façon, de la même manière. L'attitude vis-à-vis des professeurs vous donne toute l'attitude délétère, malheureusement, de l'éducation nationale. Je vais vous donner raconter une petite histoire. Je vois un tweet passer pendant le bac de quelqu'un qui dit « Mon ami surveille le bac et dans cette salle où il y a une vingtaine d'élèves, il y en a 3 qui savent lire l'heure sur une pendule non numérique. » Bon. Et Kevin Bossuet, qui est notre ami professeur, je lui dis, et tes élèves? Il me dit, j'en sais rien. Je lui dis, fais le test. Et donc, il m'a répondu hier, il me dit, en effet, ils ne savent pas lire l'heure sur une horloge. Sur 25 gamins, il y en a 5 qui arrivent. Il ne sait. Il a des lycéens. Il a des collégiens, lui, 4e. Enfin, en tout cas, c'est au collège. Je parlais de culture tout à l'heure, là c'est pire. Non, mais ils ne savent plus lire l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est numérique sur le téléphone, sur l'horloge que nous avons. Tout est donc l'heure, la pendule. Il y a des tas de sujets comme ça, par exemple, une chrono. Non, mais je suis tombé de là. 2 secondes, revenons-en à l'histoire. La chronologie, ils ne savent plus ce que c'est. C'est-à-dire que vous leur parlez du 16e, du 17e, du 18e, du 19e siècle, ils sont incapables de se repérer. Je vais faire un petit test. Moi, il y a quelques temps, j'ai fait un test auprès de première année, je leur ai demandé quel était le chef d'État français à la fin du 18e et du début du 19e siècle. C'était les premières années. Ils n'ont pas été capables de répondre. Et sur le moment, je me suis dit, mais comment ils ne peuvent pas savoir? En fait, quand je leur ai dit Bonaparte et Napoléon, ils ont réagi. Mais en fait, j'ai bien compris ensuite, c'est-à-dire que la chronologie, ils ne voient plus du tout ce que c'est. Puis 19e, pour eux, c'est peut-être au-dessus de 1900. Donc là, on est emmerdé. C'est vrai que... Alors, on est obligé de... Moi, je suis pas plus ancien, mais on avait des fresques chronologiques à l'époque, dans toutes nos écoles, du CP au CM2. Christine, ça vous étonne, l'horloge? Alors, c'est pas... Ah non, ça m'étonne pas du tout, puisqu'ils ont tous un téléphone pour lire l'heure aujourd'hui, donc ça c'est effectivement très facile. Moi je suis choquée. Ah oui, moi aussi. Je suis choquée. Ça veut pas dire que je suis pas choquée, mais ça veut dire que ça ne m'étonne pas non plus du tout. En revanche, ils ont d'autres compétences, peut-être que là-dessus, d'autres compétences. Ils ont d'autres facilités. C'est ce qu'on vous répond à l'école quand on vous dit on les emmène voir les abeilles parce que ça leur apprend autre chose. Savoir lire l'heure sur une pendule, ça me paraît faire. Pardonnez-moi, mais c'est dans l'histoire de la foule à poule. Qui est responsable? C'est les enfants qui vont à l'école ou qu'on leur propose comme menu à la cantine? Mais dans les classements internationaux, force est de constater que la France perd des places sur l'enseignement des fondamentaux, notamment les mathématiques, entre autres. On se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats avec Arnaud Benedetti, Christine Bouillot, Ergun Toparslan et Franck Tapiro. Alors Ergun, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, un joyeux anniversaire à Zinedine Zidane qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Ah oui, déjà 50 ans, que le temps passe vite. Donc interview dans l'équipe aujourd'hui. Très belle interview dans l'équipe que j'ai eu le temps de lire du coup comme j'ai été longtemps dans les transports. Et donc il dit qu'il n'en a pas fini avec l'équipe de France. Exactement. Voilà. Donc, et d'ailleurs c'est ce que tout le monde pense, mais le moment est-il venu? On verra après cette Coupe du Monde au Qatar si Didier Deschamps arrête, mais en tout cas un parcours atypique d'une personnalité atypique qu'on n'a pas réussi à caser dans une quelconque case. Donc un jeune qui vient de la Castellane, je crois, à Marseille, qui a grandi, fait un parcours dans le monde du foot professionnel en France. Et puis, juste avant la première Coupe du Monde de l'histoire de notre pays, il commence à exploser. Il nous ramène ça, on gagne à la maison. Derrière le parcours que vous connaissez, l'Euro, et surtout, ce qui s'est passé depuis 2014, des enfants qui naissent au Brésil avec le prénom Zinedine. Zinedine Zizou, donc ce qui est assez atypique. Donc pour moi et pour ma génération, je pense pour une grande partie de ma génération, le plus grand joueur français de l'histoire du sport le plus populaire au monde, donc c'est pas rien, c'est un monument et c'est un modèle pour pas mal de personnes, et surtout une personnalité qui a réussi, contrairement aux jeunes stars de l'époque actuelle du foot business actuel, à garder un côté privé, mystérieux autour de sa famille, autour des siens, et un cocon qu'on n'arrive pas à casser. C'est une autre génération. Et entraîneur, le succès en tant qu'entraîneur où il arrive au Real un peu bousculé, il gagne 3 coupes, enfin c'est phénoménal, c'est ce type incroyable. Là où il a été, il a quand même réussi. En plus, on l'attendait pas vraiment au Real. Je me rappelle au début, il est arrivé par la petite porte. Et quand même, il a un palmarès hors norme. Quoi. Il n'a pas fini, je pense. Non, il n'a pas fini. Christine, un joyeux anniversaire à Zidane. Un joyeux anniversaire à Zidane. D'ailleurs, l'équipe se renomme Zidane. C'est absolument génial, cette une. Mais au-delà de ça, c'est qu'on regarde quand même le parcours de ce garçon, de cet homme, qui est grand-père d'ailleurs, puisque son fils qui joue à Rodez, pas loin d'ici, et papa depuis peu. Mais simplement, il y a peu de sportifs qui réussissent un sans faute. Parce qu'en fait, quand vous regardez le parcours, il y a
Il y a quasiment pas de. Il y a une finale de Coupe du Monde quand même. Le 2006, j'y étais. J'ai mis des années avant de lui pardonner. D'ailleurs, lui ne s'est jamais excusé. Non, c'est ça. Le coup de boule. Ah oui, il faut être clair. Ah oui. C'est ce que nous ne s'est jamais excusé, jamais. C'est ce que nous dit Laurent. Ce n'est pas lui qui nous a fait perdre une Coupe du Monde. Et en Chine, on appelait les zizous les coups de tête sur le terrain. N'oublions jamais, les petits gamins se mettaient les coups de tête sur le terrain. Ils appelaient ça. C'est pas. C'est pas. C'est pour ça que j'ai dit atypique. Beaucoup de lumière et une petite ombre. Une petite ombre quand même. Alors il y a peut-être l'équivalent, c'est Ronaldo au Portugal. C'est peut-être l'équivalent aujourd'hui en termes de stature, en termes d'aura pour toute une génération, pour tous les gamins, pour les gamins, etc. En termes peut-être, voilà. Mais c'est vrai que c'est un parcours hors norme et on n'en verra pas de sitôt. Voilà. Oui. Peut-être Mbappé, c'est ce que j'allais dire. Mbappé, il est un peu aussi, il vient de tellement jeune, milieu très bien structuré brillant, aussi, structuré, voilà. Bon. Structuré, et puis on sent qu'il a une autre dimension que le football. Il a déjà une dimension politique. Allez, on va passer à l'actualité. Cette intervention du président de la République hier soir, allocution officielle. Un non-discours, avez-vous tweeté hier, Arnaud Benedetti? Non, c'est un président de la République qui clairement cherche à gagner du temps dans une situation institutionnelle totalement improbable sous la Ve République. Parce que la vérité, si vous voulez, moi je pense que le vote en effet de dimanche est un vote historique. Enfin, historique au sens où c'est la première fois que on a un président de la République qui se retrouve sans majorité. Parce que on fait la comparaison. Non, mais si vous voulez, on peut pas faire la comparaison avec la comparaison avec. Il y a eu 2 fois où il y a des majorités relatives sous la Ve République. Une en 1967, le général de Gaulle. Il avait à l'époque les Giscardiens, le groupe Giscardien qui le soutenait. Et puis en 88. Mais en 88, la situation était très différente. D'abord, elle était très différente quantitativement. Le groupe PS avait 275 parlementaires. Là, il y en a 245. Donc, si vous voulez, il y a quand même un gap qui n'est pas négligeable. Ensuite, le groupe PS avait la possibilité d'avoir, si vous voulez, des alliances de fait avec des communistes qui étaient à peu près 25 ou 30, si mes souvenirs sont bons, et puis un groupe centriste qui avait décidé clairement de soutenir, selon les textes, le gouvernement. Et puis, il y avait surtout le fait que vous aviez un 49.3 qui permettait de faire passer tous les textes en vote bloqué. Là, vous êtes dans une situation où l'étiage est très bas, 245 encore une fois, et où vous avez des possibilités d'alliance qui pour l'instant n'existent pas de fait, parce que si vous écoutez quand même malgré tout les propos par exemple de ceux avec lesquels l'alliance naturelle pourrait se faire, c'est-à-dire les Républicains en l'occurrence, ils ne sont pas favorables d'une certaine manière à soutenir l'action du gouvernement ou au cas par cas, disent-ils. Et en plus quand même l'élection de Marlex qui est connue pour des positions quand même pour le moins fermes et catégoriques et sans appel vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ne constitue pas un signal tout à fait très positif pour essayer de bâtir ce qu'on appelle des majorités d'idées. Donc, alors, ce discours hier... ce discours, c'est un discours qui cherche à gagner du temps, tout simplement. C'est un président qui est empêché aujourd'hui démocratiquement. Mais pourquoi est-ce qu'il était obligé de parler hier soir? Est-ce qu'il était obligé d'intervenir, de prendre la parole? Je pense qu'il prend la parole parce que, si vous voulez, il y a une pression qui fait qu'il est obligé de prendre la parole. François Mitterrand, en 88, avait, je crois, pris la parole quasiment dans la soirée, en l'occurrence. Là, il a attendu 3 jours, mais vous voyez bien qu'à l'intérieur de la majorité, il y a des fissures qui commencent à apparaître. Écoutez, Monsieur Bayrou, clairement, aujourd'hui, il considère que Madame Borne n'est pas à la hauteur de sa tâche. Donc, il fallait qu'il intervienne, en effet, ne serait-ce que... C'est pas exactement... Et il n'a pas dit un mot sur Elisabeth Borne, en effet. Non. Donc moi, je pense que c'est quand même une situation aujourd'hui qui est assez inédite, complexe, et je ne vois pas comment il peut la résoudre. En tout cas, hier, il n'a pas donné de signaux forts pour permettre de la dépasser. Ah non, il était... Enfin, vous savez, j'ai un thème depuis des années, et je crois qu'hier, on en a eu la démonstration. J'ai toujours pensé que la France était un paradoxe paradise. Et là, on y est en plein. Paradoxe paradise. La France, et depuis toujours, depuis des siècles, est le pays le plus paradoxal au monde. On est un président, on n'est pas la majorité, on est un coup à droite, on est un coup à gauche, on est dans la lumière, on est dans l'ombre. On peut voir l'histoire de France, on parlait d'histoire tout à l'heure, et je peux vous dire que le paradoxe est permanent. Et là, hier, finalement, c'était un président qui intervenait dans une situation totalement paradoxale, où il prenait acte, il prenait acte, parce qu'après tout, le vote est souverain, il prend acte que on ne lui a pas donné une majorité absolue mais relative, il prend acte que les 2 blocs sont montés, mais finalement, lui aussi a milité pour cela, donc il y a une forme de logique, et il prend acte aussi avec un point central qui est la responsabilité. Moi, ce qui m'a surpris hier, c'est qu'en fait, finalement, il y a le thème de la responsabilité globale, c'est-à-dire, responsabilité du président, vis-à-vis de ses concitoyens, c'est déjà de les protéger de l'extérieur, de l'intérieur et parfois d'eux-mêmes. Deuxièmement, les politiques,
les politiques auront demain une responsabilité celle de s'entendre pour pouvoir éviter le blocage et faire en sorte que l'élan législatif soit positif. Troisièmement, une responsabilité des votants, parce qu'après tout, le vote, c'est je suis responsable, donc c'est d'assumer le vote de dimanche. Donc en gros, il a mis tout le monde face à ses responsabilités. Ouais, donc c'est... Sauf lui. Alors justement... C'est quand même un petit problème. Le principal responsable sur la 5e République, c'est le président de la République. C'est ça, il a renvoyé... La Constitution, il est en ligne, on va dire, c'est qu'il dit, je prends acte. Maintenant, c'est vrai que certains s'attendaient à ce qu'il agisse, on parlait de passage à l'acte aussi, c'est d'agir avec... Soit le gouvernement d'union nationale, on voit qu'il n'est pas prêt, il pense que la situation n'est pas bonne pour cela. C'est pas le seul. Hein. Soit c'est pas le seul, soit en nommant peut-être un Premier ministre différent qui donne une intentionnalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un statu quo en fait finalement. On va y revenir. Et la responsabilité, tout le monde surtout face à elle. Ergun, il est dans les starting blocks. Vous allez avoir la parole dans un instant. C'est une toute petite page de pub et on se retrouve après. À tout de suite. Les débats avec vous. Nous revenons sur l'intervention du président de la République hier soir. Non-intervention, disait Arnaud Benedetti. Statu quo, disait à l'instant Franck Tapiro. Ergun, vous vouliez nous dire quoi sur ça? Est-ce qu'il avait besoin d'intervenir pour ne rien dire finalement hier? Pour ne rien dire, on laissera chacun juger, mais ce qui a été important, l'intervention était importante pour moi, parce qu'il y a eu des élections avec un résultat assez inattendu, une situation politique inédite. Il a rencontré les responsables politiques et avant de partir 2 jours à l'étranger, il se devait quand même d'intervenir, parce que s'il partait sans intervenir et qu'on avait encore en plus de ça le flou médiatique, l'eau chaud, Mélenchon, Marine Le Pen du côté de l'Assemblée nationale, c'était ni fait ni à faire, et surtout même y compris dans le rang de la majorité présidentielle, un peu on a perdu nos repères le sort du second tour. Donc et le président intervient, il rappelle surtout à nos concitoyens, il s'adresse aux Français en disant que évidemment l'élection législative est tout à fait légitime, la représentation nationale est légitime, mais l'élection présidentielle est tout autant légitime. Donc c'est de rappeler un peu tout à chacun leur responsabilité et le rôle, d'ouvrir une nouvelle porte, ça peut choquer certains, mais celle du dialogue et du compromis politique. Mais sur quelle base, sur quel projet, sur quel programme? C'est ce qu'il a dit hier, c'est le programme du président qui a gagné l'élection. Lui, il est prêt à faire des efforts pour pouvoir trouver une coalition, pour pouvoir trouver une majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'il a compris aussi que c'était un oui, mais c'est un oui mais, c'est un oui mais non, finalement, des Français sur le programme qu'il a proposé, et la responsabilité des partis qui sont présents et des responsables politiques à l'Assemblée nationale, de savoir lequel d'entre vous est en capacité d'arriver vers un schéma de gouvernement. Le gouvernement, il peut par décret, ordonnance, continuer à gérer, mais le moment important, clé lors de dans l'Assemblée nationale, ça sera le vote du budget. Alors qui sera prêt, quels partis seront prêts à se mouiller là-dessus pour donner un budget et pour que le gouvernement puisse mettre en place une politique qui sera négociée, compromise et discutée. Et c'est en ça l'enjeu important et les positions qui vont venir dans les prochains jours. Je suis un peu dubitatif pour certains partis politiques, mais je pense qu'il y a quand même un espace politique qui peut être créé, à voir si chacun prend ses responsabilités, ou on se retrouve avec des députés qui, malgré les reproches qu'ils faisaient aux députés de la majorité présidentielle, vont être des députés pouce-bouton, uniquement dans des postures politiques et s'opposer à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Christine Bouillon. Ouais, enfin, je pense qu'il a, son seul champ parce que j'ai écouté notamment Olivier Grégoire ce matin, tout le monde de ce côté-là, on dit pas de possibilité d'accord avec le RN, pas de possibilité d'accord avec la NUPS, ou en tous les cas avec les députés de Jean-Luc Mélenchon. Donc l'espace politique, il est assez restreint. D'aller chercher une majorité, c'est du côté des LR, hein, très clairement. Et de ce côté-là, bon, il faut effectivement se positionner, parce que de leur côté à eux, les LR, même si officiellement on dit on veut rester dans l'opposition, à l'intérieur des lignes c'est pas si clair que ça. Donc attendons de voir, puis attendons de voir aussi le remaniement, parce qu'il y a aussi une question d'équilibre. Donc pourquoi est-ce qu'il a parlé hier soir? On nous dit parce qu'il va partir, il est parti pour une séquence internationale assez importante, donc il fallait qu'il s'exprime et qu'il occupe un peu le terrain. Mais en attendant, moi j'ai eu le sentiment surtout qu'il renvoyait les oppositions à leurs responsabilités, mais surtout il envoyait un appel du pied en disant il faut continuer à faire nos réformes, et les réformes les plus compatibles avec l'échiquier politique de la nouvelle Assemblée, c'est quand même avec les LR, notamment sur la retraite à 65 ans. Non, mais le problème auquel il est confronté, c'est que si vous voulez, la 5e République, elle a été construite sur le fait majoritaire, c'est-à-dire qu'elle produisait des majorités en principe plutôt absolues. Et là, en l'occurrence, on n'a plus de majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
si vous voulez, jusqu'à présent, la force des institutions de la Ve République, pour les dirigeants, quels qu'ils soient, ça a été de les préserver des épreuves. C'est-à-dire qu'ils ont pu traverser des épreuves, des crises sociales, des crises politiques, des crises économiques, des crises internationales parfois, parce que les institutions étaient fortes. Elles permettaient tout simplement à un moment donné de dégager des majorités qui donnaient de la stabilité au gouvernement, quel qu'il soit, malgré les difficultés des gouvernements. Là, en l'occurrence, si vous voulez, ce facteur d'amortisseur que permettaient les institutions ne fonctionne plus, n'opère plus. C'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui sont très, j'allais dire, pessimistes sur l'avenir à la fois de cette mandature et de cette législature. Je ne vois pas comment, à terme, ça peut durer trop longtemps. C'est-à-dire qu'on va voir très vite un gouvernement qui va être à la merci de votes négatifs et de motions de censure. Parce qu'il y aura toujours à un moment donné un terrain d'entente qui se fera entre des oppositions très hétéroclites pour faire tomber un gouvernement. Je rappelle que Michel Rocard avait failli tomber en 1988 ou 89 sur l'instauration de la CSG, où il y avait une motion de censure qui avait été votée à l'époque par la droite et les communistes, et que il avait fallu 6 voix qu'on était allé chercher, Carcassonne était allé chercher dans les dom-toms pour éviter la chute du gouvernement Rocard. Mais là, on est dans une situation qui, sur le plan, j'allais dire mathématique, ne serait-ce que de la mathématique parlementaire, et d'un inconfort absolu, et avec une situation de crise sociale et de crise économique qui vient, qui rend vraiment l'exercice de l'exécutif, mais quasiment impossible. Donc le président de la République, il peut tout dire. Les Français aussi, d'une certaine manière, l'ont mis sous contrôle et sous tutelle avec cette absence de majorité. C'est-à-dire qu'ils ont désavoué une façon de pratiquer le pouvoir qui était parfois une façon qu'on jugeait verticale, moi que je jugeais plutôt managériale, voire parfois désinvolte. Et c'est aussi le message qui a été envoyé par les électeurs ce dimanche. C'est-à-dire qu'on ne donne plus les pleins pouvoirs à ce président, combien même l'avons-nous réélu il y a 1 mois et demi, ce qui fait que la situation est totalement inédite. Oui, et je pense qu'en plus, il renvoie la pression sur la classe politique. C'est de dire, je ne déciderai pas tout seul d'une dissolution, mais si vous m'y emmenez, je serai bien contraint. Je pense que c'est exactement le message d'hier soir. C'est que quelque part, il met les responsables politiques et les Français face à leurs responsabilités en disant, vous avez voulu cette assemblée-là, donc essayons de travailler ensemble, on va vous donner une méthode, on va voir laquelle, mais la méthode, ça va être, vous avez intérêt à vous entendre, sinon la dissolution se décidera d'elle-même. En fait, c'est ça qui est... Enfin, la dissolution n'est pas forcément à son avantage, c'est ce qu'on a évoqué. Aujourd'hui, jamais un avantage. Il n'a pas intérêt à dissoudre. Aujourd'hui, c'est 130 députés RN. Mais l'idée, c'est de montrer à ceux qui ont une petite forme de groupe qu'ils peuvent tout perdre demain s'ils ne s'entendent pas. En fait, c'est pour ça que pour moi, le problème central, c'est la responsabilité. Ou vous prenez vos responsabilités, vous vous entendez, on essaie de travailler ensemble, ou alors c'est vrai que ça va partir à volo ou à vélo. Oui, mais c'est pas non plus beaucoup d'auditeurs pensent que le président de la République veut la dissolution. Il peut la faire quand il veut. Il n'a aucune... Si, il peut la faire quand il veut. Aujourd'hui, il peut la faire, mais il n'a pas intérêt à la faire. Enfin, on n'a pas une année à... L'effet d'amplification. Aujourd'hui, il perdrait encore plus de députés. Alors, une dissolution, lorsque ça se passe jamais généralement comme on souhaiterait que ça se passe pour nous après. C'est comme Jean-Luc Mélenchon qui voulait faire un 3e tour. Voilà, si on fait un 3e tour des législatives, je suis pas certain que ce soit la meilleure des solutions, et surtout les Français réagiraient très mal. D'ailleurs, quand on voit l'abstention, je pense que la participation sera d'autant plus faible. Mais pour autant, on parle des Français qui n'ont pas donné un chèque en blanc au président de la République. Ils n'ont pas non plus donné un chèque en blanc d'opposition à tous les députés qui sont présents dans les camps de l'opposition à Macron. Aujourd'hui, ils étaient des postures d'ancrage, de porter les préoccupations et les valeurs des Français, mais c'était pas non plus une opposition systématique. Et donc c'est en ça qu'on va voir le comportement et la réaction de ces nouveaux députés. Est-ce qu'ils vont s'opposer systématiquement juste parce que c'est la majorité présidentielle qui a proposé un truc, ou bien ils vont être dans une démarche d'intérêt de leurs concitoyens? Alors, et c'est en ça que la responsabilité de chaque député et des partis sera importante. Il faut pas l'oublier non plus. C'est ce qu'il a dit hier. Et en gros, il a renvoyé la responsabilité. Enfin, sauf que lui, il a aussi une responsabilité. Et chacun sa responsabilité en fait. Mais ces derniers temps, on avait l'impression que Macron a gagné un petit peu par défaut, et maintenant il va voir ce qu'il va voir. On va tous s'opposer. Complètement. Non. C'est ça. Il a gagné parce qu'il y avait Marine Le Pen en face de lui. Mais il a gagné. Il a gagné. C'est comme les députés qui sont présents actuellement. Est-ce que tous les gens qui ont voté pour lui ont voté pour Emmanuel Macron? En fait, c'est exactement comme pour chaque député. C'est ça. Il faut qu'on sorte de cette blocage politique. Il y a un autre phénomène dont vous constaterez qu'il a complètement disparu du débat depuis 3 jours, et qui est pourtant un phénomène essentiel,
c'est le niveau d'abstention. Parce que quoi qu'on en dise, quand même, on parlait beaucoup de l'abstention avant le résultat du second tour, et même avant le premier tour, et là on ne parle plus du tout de l'abstention. C'est devenu totalement hors champ. Vous avez une abstention, je crois, de 53%. Donc c'est à peu près le niveau le plus important de l'abstention dans une législative sous la Ve République, qui est à peu près équivalent à celui de 2017. Oui, mais enfin bon, ça veut dire quand même que vous avez 25 millions de Français, plus de 25 millions de Français qui ne sont pas allés voter. Donc ça en dit long aujourd'hui sur finalement le consentement des Français à leur système institutionnel, entre ceux qui votent contre Macron, qui sont quasi majoritaires, et qui sont majoritaires si on les additionne d'ailleurs, et ceux qui ne vont pas voter. Enfin, on a un vrai problème quand même, j'allais dire, de relation à la République, de relation aux institutions, qui fait que la situation est, à mon avis, beaucoup plus compliquée qu'on ne veut bien le dire. Représentativité aussi, parce qu'on a moins de femmes députées et on a une diversité socio-professionnelle qui est moins importante, ce qui est paradoxal, parce que c'était grosso modo ce qu'on reprochait, on ne se sentait pas assez représenté par la diversité socio-professionnelle. Il faudrait voir. Je suis pas sûr, parce que je pense que les groupes de la NUP, les groupes de la France Insoumise et même les groupes du Rassemblement National ont fait rentrer des profils socio-professionnels un peu différents de ceux qui étaient les profils de la République En Marche, qui étaient plutôt quand même cadres ou non, j'ai vu ça, grande proportion de cadres. À la majorité. Au RN, on trouve la plus importante proportion d'ouvriers, d'employés de profession intermédiaire, et c'est à la NUPS qu'on trouve la plus grande proportion de cadres, 63%. Oui, c'est probable. Parce que des attaches parlementaires. Ce qui est à l'inverse de l'image qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant en termes de communication un certain nombre de profils tout à fait spécifiques, mais c'est peut-être pas la tendance moyenne. En effet. Madame Kéké n'est c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, exactement, le bonsaï qui cache la forêt. Boris Vallaud nommé président du groupe PS à l'Assemblée. D'accord. Voilà. Bon. Et pas Valérie Rabault. Pardon? Et pas Valérie Rabault. Donc Absolument. moins de femmes présidentes aussi. Non, mais parce qu'elle vise la présidence de la commission des finances. Ça fait moins de femmes présidentes de groupe parlementaire. Oui, absolument. Elisabeth Borne n'a pas été citée hier. Ça vous étonne? C'est normal? C'est un gage peut-être qu'il a donné symboliquement à Monsieur Bayrou, qui depuis maintenant 3 jours réclame un Premier ministre politique. Mais enfin, en tout cas, c'est pas bon signe pour Elisabeth Borne. Sauf que vous comprenez bien qu'il peut pas débarquer Elisabeth Borne, qui est censée être la chef de la majorité, un mois après l'avoir nommée. C'est-à-dire qu'elle battrait le record d'Édith Cresson comme femme à Matignon. Enfin, un record particulièrement négatif. Le 5 juillet, là, rendez-vous à l'Assemblée pour 8 mois, je crois. Édith Cresson, c'était 8 mois. 8 mois, Le 5 juillet, il y a le discours de politique générale en plus. Donc, je crois que c'est plus dur pour des femmes, non? J'ai l'impression. Oui, visiblement, oui. Visiblement, c'est difficile. Christine, vous m'avez envoyé une photo d'Elisabeth Borne qu'on va retrouver dans Paris Match. Qui court. Tout à fait. Elle court. Vous avez avec un sac, vous courez avec un sac en cuir, en bandoulière qui vous tombe sur les genoux. C'est un sac à main. Elle court avec un sac à main. Ah bon, peut-être. C'est un nouveau style. C'est de la mauvaise com politique. Ça dépend le contexte. Encore une fois, qu'est-ce qu'elle fait en fait dans cette photo? Elle court, elle fait du jogging. Elle fait son jogging avec son petit sac à main. Avec son sac à main. J'ai jamais vu quelqu'un. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un courir avec un sac à main en cuir, en bandoulière. Avant, j'avais jamais vu quelqu'un courir avec des Ray-Ban, mais Sarkozy l'a fait. On a vu ça de façon un peu plus sympathique. Dans 48 heures, vous allez avoir plein de gens qui vont courir avec un petit sac à main. Avec un petit sac à main en cuir, en bandoulière. Voilà, expliquer qu'il y a des bananes. The Born Way. Voilà. Qui court, les commentaires, c'est qui court avec un sac placé en bandoulière à l'avant au niveau des jambes. Je vois pas l'intérêt de ce type de. Je vois pas l'intérêt de ce type. C'est de la com politique, ça a un intérêt, ça rapporte quelque chose. Elle a été toujours sportive, c'est juste que vous la connaissez mal. Paris Match. Avec le logo Paris Match, visiblement, c'est une photo. Non, mais c'est pas tweeté. Ça a été tweeté. Elle l'a pas tweeté. C'est pas elle qui l'a tweeté, ça a été tweeté, mais avec le logo Paris Match. Donc, je pense qu'on va retrouver ça jeudi dans Paris Match. Il y a dû y avoir une jolie séance. Il va y avoir des mèmes, vous savez, les mèmes. Oui, j'ai pas vu d'ailleurs. Parce qu'il y a pas mal de mèmes sur les réseaux sociaux avec des gens. Ça vous choque autant, je sais pas. Non, pas du tout. En tous les cas, Christine, sur le fait qu'il ne l'ait pas cité. En tous les cas, sa nomination, ça a été dans la souffrance, et son début de poste à Matignon, c'est guère plus réjouissant. C'est pire. On peut pas dire que pour la nomination d'une femme à Matignon, Emmanuel Macron lui a fait un cadeau, ne serait-ce que la campagne électorale qui a été quand même très compliquée. Oui. Le résultat l'est tout autant, et aujourd'hui se profile quand même une réorganisation dans laquelle on voit mal quel va être son rôle. Mais elle a gagné sa circo quand même, hein.
Oui, mais elle n'a pas gagné d'une manière extraordinaire. C'était une circo où Olivier Stern je voudrais rebondir à ce qu'on disait sur l'abstention de Bruno, là, tout à l'heure. C'est marrant, mais là, aujourd'hui, alors qu'il y a quand même 53% d'abstention, personne ne parle de parlementaires mal élus, compte tenu du taux d'abstention. Oh là là, plus personne. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, c'est le cas dans beaucoup de cas. On a des parlementaires qui sont élus pour certains avec 4 voix d'écart. Oui. Une voix. Oui, dans ma circo, il y a un recours. Bon. Il y a une voix, 4 voix, forcément il y a des recours. Là, mais ça c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de second tours où le score est très serré. D'ailleurs, très serré, ça aurait pu faire beaucoup plus de députés Rassemblement National d'ailleurs. Oui, parce qu'il y en a qui sont battus de peu. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. Débat avec vous sur Sud Radio, l'allocution du président de la République que nous avons commentée, et puis la suite. En fait, il est parti en voyage et il a dit démerdez-vous. Enfin, pardon de parler comme ça. C'est pas un week-end non plus. C'est un moment important. Et justement, dans son discours aussi, il a mis un cadre essentiel, je pense, qui est déterminant sur les prochaines semaines. C'est que c'est le projet de souveraineté, d'autonomie, d'indépendance de la France qui pourrait être le cadre d'une future possible coalition. Et l'enchaînement avec la situation ukrainienne et la prise en compte de la candidature dans l'Union européenne va dans ce sens-là. Donc c'est pas un petit voyage. On sait que l'instabilité continentale est très importante. Ça a un impact direct sur le quotidien de nos concitoyens. On a tout intérêt à avancer sur le dossier là maintenant. Les Français aussi ont mis des personnes à une Assemblée nationale où il y a des postures différentes par rapport aux stratégies d'autonomie et d'indépendance de notre pays. Donc certains sont pour sortir de l'OTAN comme la LFI, d'autres sont un peu plus fous sur le sujet, proximité ou non avec Vladimir Poutine, l'Ukraine, pas l'Ukraine dans l'Union européenne, ce sont des sujets et des éléments importants. Oui, enfin c'est pas la situation en Ukraine qui va déterminer le vote des Français, qui a déterminé le vote des Français. Ce qui a déterminé le vote des Français, c'est la situation économique et sociale, profondément. C'est ça qui a motivé les électeurs. C'est aussi la façon dont ils perçoivent Macron comme finalement chef de l'exécutif et dont manifestement quand même ils ne sont pas totalement satisfaits, parce que s'ils en avaient été totalement satisfaits, il aurait eu une majorité absolue et pléthorique, ce qui n'est pas le cas, ce qui était le cas en 2017, ce qui n'est pas le cas en 2022. Donc ils ont d'une certaine manière sanctionné sur la façon dont il a pratiqué le pouvoir, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Alors à demi sanctionné peut-être, mais en tout cas ils n'ont pas donné un quitus. Ensuite sur la question de la souveraineté, il faudrait qu'il soit clair, parce que de quelle souveraineté il parle? Moi je sais pas, si vous voulez... alimentaire, énergétique. Bah ouais, mais la souveraineté alimentaire... Il parle... Le grand laïus de Macron sur la question de la souveraineté, c'est le transfert de la souveraineté. C'est-à-dire la souveraineté européenne. Bah moi je suis désolé, mais là-dessus il va pas trouver de majorité, parce que c'est ni du côté de LFI, ni du côté du Rassemblement National, qui sont sur des lignes diamétralement opposées, qui trouvera une majorité. La seule marge de manœuvre, elle est chez les LR aujourd'hui, ou éventuellement les quelques députés de gauche. Mais c'est très mince, encore une fois c'est très mince, et quand on regarde les réactions des principaux leaders LR, on n'a pas l'impression qu'ils sont prêts à faire la courte échelle aujourd'hui à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il paye le flou de son projet aussi, je pense. Je pense que c'est surtout, il y a beaucoup de partis politiques qui ont caché leur identité européenne, parce qu'il y a un parti qui s'appelle quand même Europe Écologie Les Verts, qui s'est retrouvé dans une alliance avec la France Insoumise, qui est antinomique du coup, parce que c'est dans leur nom. Que vont faire ces gens-là? Vont-ils aller au bout de leur logique, de leur objectif européen, ou vouloir au contraire retourner se renfermer sur soi? Et pareil pour le Parti Socialiste, qui se disait un parti pro-européen et qui se retrouve aujourd'hui avec un groupe et dans la NUPS. Et donc maintenant, chacun, est-ce que sur des textes qui vont en faveur d'une construction, en faveur de l'Union européenne, est-ce qu'ils vont voter avec le gouvernement ou ils vont s'opposer systématiquement? Et c'est en ça que l'escroquerie, entre guillemets, ce que j'appelle l'escroquerie NUPS, ne pourra pas durer, ne durera pas et prendra fin très rapidement. Et à voir maintenant si chaque nouveau élu portera ses valeurs ou portera uniquement une posture. Je suis d'accord sur la confusion de NUPS, mais il y a quand même une grande confusion dans la majorité aussi. Donc il y a quand même il y a des besoins d'éclaircissement un peu partout aujourd'hui. Bien sûr, ils sont pas un bloc totalement unifié. Par rapport à un certain nombre de non, mais même le projet de Macron ne paraît pas clair. Christine. Ce qui est certain, c'est que tous, mais absolument tous, que ce soit des ministres, que ce soit les nouveaux députés, les chefs de groupe, les partis politiques, vont devoir apprendre, finalement, en même temps que la musique avance, vont devoir apprendre à travailler autrement. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, pour l'instant, on se demande bien comment ils vont pouvoir, chacune, trouver une solution à un texte qui pourtant va concerner les Français. Je veux dire, la question du pouvoir d'achat, comment ils vont se mettre
d'accord pour atténuer et faire baisser la facture. Parce que il faut pas se leurrer, les Français, les tractations, etc., ils verront que le résultat final à la fin. Donc c'est véritablement un enjeu à la fois pour la majorité présidentielle, mais c'est aussi un enjeu, je pense, pour tous les partis, parce qu'ils ont beaucoup à prouver ou à montrer. S'ils sont dans l'obstruction systématique, et surtout, on peut aussi après leur reprocher. S'ils sont dans l'acceptation sur certains textes, on peut aussi leur reprocher. Donc effectivement, le trou de souris est quand même très étroit pour eux. Et je suis curieuse de savoir s'il y a les hommes et les personnalités politiques pour arriver à discuter autour de textes et autour d'une façon de faire de la politique avec l'Assemblée. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir peut-être a changé. Je sais pas, je me mets sous le couvert de l'autorité de Bruno, mais on a quand même le sentiment que le curseur s'est déplacé sur l'Assemblée nationale. Arnaud, pardon, sur le curseur sur l'Assemblée nationale, et que on va être beaucoup plus à regarder ce qu'il s'y passe et comment les gens travaillent et ce qu'ils y font, et comment les gens votent aussi, ce qu'on n'a peut-être pas trop regardé encore et jusqu'à présent dans la précédente législature. Oui. Oui, il y a une si vous voulez, la situation politique fait qu'il y a une reparlementarisation du régime et que le Parlement véritablement retrouve toute sa place dans un système où le curseur était jusqu'à présent du côté de l'Élysée. Et c'est ce qui rend l'exercice à la fois intéressant mais très incertain au regard de ce qu'est finalement la culture politique française, qui n'est pas une culture de compromis, qui est une culture d'affrontement. Et donc, si vous voulez, et on est capable d'y arriver, vous pensez ? Si vous voulez, on n'a pas la même façon de pratiquer la politique que les Allemands, ça c'est clair. On voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, les déclarations des principaux leaders politiques, quels qu'ils soient, à gauche ou à droite, sont des déclarations qui consistent à dire Monsieur Macron, prenez vos responsabilités. Et moi, je crois qu'il a essayé quand même, il a pensé à la formule de l'unité nationale, du gouvernement d'unité nationale. La réalité, c'est qu'il n'y est pas parvenu. Il a tenté. Regardez ce qu'a dit Roussel, même Marine Le Pen, en l'occurrence. Il sait très bien qu'il n'y arrive pas. Et donc, bon, là encore une fois, c'est pour ça que l'allocution d'hier, c'est une allocution, à mon sens, qui consiste à gagner du temps. Il faut arrêter de penser que Macron sait tout, qu'il est omniscient, qu'il garde la main. À un moment donné, un homme politique, il peut perdre la main. Et là, je pense, moi, qu'il est en train de perdre la main. Il est en train de la perdre. Il n'y avait aucune vision d'avenir dans ce qu'il a dit hier. Il n'y avait aucun plan très précis. Mais bon, on y reviendra. C'était 8 minutes hier. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio.